Salut. Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on entend tout le temps et qui est exaspérant. C'est le chien qui n'écoute rien en extérieur. C'est-à-dire que quand tu vas en rendez-vous, tu demandes aux gens, est-ce que, je sais pas, il connaît par exemple, est-ce qu'il a un bon rappel? Oui, oui. Est-ce que il a un bon stop ou un bon assis? Oui, oui. Ok, on va tenter dehors. Ah bah non, dehors ça marche pas. Ça marche pas. À la maison, il n'y a pas de souci. Dehors, ça marche plus. Ouais. En fait, on se rend compte quand même que nous, en tant qu'éducateurs canins, ça nous paraît logique. Mais quand on est propriétaire de chien, on comprend pas. Je veux dire, moi, je sais faire 2 plus 2 chez moi et je sais faire 2 plus 2 dans le métro et en balade en forêt, en fait. Donc, la grosse question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi le chien n'écoute plus en extérieur? Donc là, on va vraiment essayer d'aborder le pourquoi, et puis surtout de savoir comment faire pour que le chien il écoute quoi qu'on lui demande en extérieur. Mais ce qui se passe, c'est que, tu sais, la première année, quand tu as un chien, ta motivation, là, tu viens de l'avoir, elle est à 100%. Et ton quotidien, il est chamboulé à 100%. Donc, il est à 0, tu vois. Donc, tu te dis que ton quotidien, il est à 0, tout est chamboulé. Et ta motivation, elle est à 100%. Donc c'est bien toi qui avais mon téléphone. Je me demandais qui avait mon téléphone et il vient de sonner dans la poche d'Abdel, la bonne blague. Je l'ai cherché partout. Je lui ai dit, bah, Abdel, t'as pas vu mon téléphone? Bah il m'a oui. dit, non, je sais pas. Et là, il vient de sonner dans sa poche, quoi. Je te l'ai confisqué pour qu'on puisse faire le podcast tranquille, ok? Incroyable. Donc, ton quotidien, il est à 0, on va dire, et ta motivation, elle est à 100%. Ce qui se passe dans les faits, c'est que au bout d'un an, bah, ton quotidien, il a repris le dessus, et ta motivation, en général, il a bien baissé de 90%. Un peu comme les salles de sport, tu veux dire? À peu près. Et souvent, c'est pas un an, c'est 2 mois. C'est clair. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette première année, c'est là où tu dois apprendre les choses les plus importantes à ton chien, tu vois, genre, principalement le rappel, moi je dirais. C'est l'ordre pour moi le plus important de tous. Ouais, on fera un podcast sur le rappel. Ouais. Parce que bah, si ton chien il est lâché, par exemple, il a plus de liberté, il est mieux dépensé. En général, c'est beaucoup mieux. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? C'est assis, couché, donne la patte. Ouais, mais des fois, même ça marche pas dehors. Et c'est ce que les gens nous disent. En général, ouais, mais là, ça marche très bien dans le salon, mais dès qu'on sort, ah bah non. Dès qu'on sort, ça marche plus. Faut voir la différence d'environnement. En fait, on a tendance à penser que quand un chien apprend quelque chose, donc un comportement, un ordre, appelez ça comme vous voulez, bah, il le connaît. Donc c'est-à-dire qu'il va le connaître chez toi, dans ton salon, et il va le connaître en plein milieu d'un bois ou en plein milieu d'une rue passante avec des chaînes en chaleur qui passent. Bah non, en fait. Pourquoi? Parce que c'est des environnements avec des stimuli totalement différents. Le contexte est différent. Le contexte est différent et le contraste est énorme. C'est-à-dire que quand on fait bien les choses, on commence à apprendre un comportement à un chien dans son salon. Mais dans son salon, il y a quoi? Il y a probablement peut-être les jouets qui sont là, qui sont toujours là et qui sont encore et toujours là. Il y a rien d'autre. Voilà. Bah, c'est pas pareil, c'est pas la même difficulté pour un chien si tu lui demandes un assis dans ton salon quand il y a personne et que tu lui demandes un assis au milieu d'une foule d'autres chiens au bois pendant qu'il est en train de jouer au parc canin. Exactement. C'est pas la même chose de lui demander un assis de 1 seconde que de lui demander un assis de 3 minutes. Tu vois, en termes de temps, ok? Et c'est pas la même difficulté aussi de lui demander un assis quand il est juste devant toi à 50 cm et quand tu lui demandes un assis quand il est à 100 mètres. Donc, ce qu'on appelle les 3D. Distance, distraction. Et durée. Pardon. Et du coup, c'est pas la même chose quand tu lui demandes un assis de 2 secondes dans ton salon et qu'il est à 50 cm de toi que quand tu lui demandes un assis quand il est au parc canin, il est à 100 mètres et tu veux qu'il s'assoie pendant 1 minute. Mon gars, va falloir qu'il travaille. Exactement. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, il y a des facteurs qui captent l'attention de ton chien. Et en extérieur, ces facteurs, ils jouent contre toi. C'est pas du tout tes amis, ok? Mais c'est tout bête, il a des instincts naturels, flairer, chasser, explorer, puis là, il y a une odeur. Ouais. Et là, il y a un autre chien, je vais pouvoir aller jouer. Puis tout ça, c'est souvent aussi la nouveauté. Ça sent le pigeon par ici. C'est-à-dire que dans le salon, rien n'est nouveau.
Alors peut-être tu as fait une rotation de jouets, c'est cool. Mais c'est les jouets qui probablement étaient là la semaine dernière. Alors que dehors, en fait, c'est plein de choses différentes tout le temps. Et puis c'est un environnement imprévisible. C'est-à-dire que il se dit que quand il est dehors, il peut se passer plein de choses. Donc il faut qu'il soit en alerte de ce qui va se passer et que ton assis avec ta pauvre croquette, il le fera dans le salon tout à l'heure. Donc c'est là en fait où tu as perdu déjà face à l'environnement. C'est ça. Ensuite, il y a parfois aussi la surstimulation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations à traiter et toi tu viens rajouter encore des choses à traiter. C'est sûr que toi il va te faire passer dans la queue des distractions, dans la queue des informations en tout dernier. Donc ça, c'est vraiment 3 facteurs qu'il faut prendre en compte. Les instincts de ton chien, la nouveauté et la surstimulation, tu lui en demandes trop par rapport à ce qu'il est capable de gérer. Ensuite, il y a aussi un gros problème de manque de généralisation. Alors, c'est quoi la généralisation ? C'est que le chien, il apprend, et Abdel en a parlé un peu tout à l'heure, dans des contextes spécifiques. C'est-à-dire que, je sais pas moi, le assis, je la prends devant le salon, devant le canapé, et ma maîtresse, elle a sa petite pochette à friandises, elle me demande un assis, c'est ok, ça je le connais par cœur, je suis trop fort. Et là, je suis dehors, ouais, mais attends, elle a pas sa pochette à friandises, il y a plus le canapé, et en plus, il y a un chien là-bas. Les chiens sont très bons pour contextualiser, pour faire des choses dans des contextes précis, mais en général, ils sont plutôt mauvais pour généraliser. Ouais, ça se transfère pas automatiquement. Ouais, c'est pas parce qu'il l'a appris dans un contexte qu'il va le transférer, alors que nous, les humains, on généralise plus facilement. Oui, totalement. Donc c'est un effort pour eux de généraliser. Oui, faut leur montrer. Ton stop dans ce trottoir-là, il le connaît, c'est toujours le même trottoir. Il le fera à la perfection. C'est la balade de d'habitude, aucun problème. Ouais. Mais un autre trottoir, c'est pas le même, c'est pas ceci, c'est pas le même contexte. Ah mon gars, le trottoir il est un peu moins bon. Voilà. Donc, et des fois, il faut juste quelques répétitions pour qu'ils se disent en fait c'est lié, tu vois. Et aussi, justement, par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est des manques de pratique en situation réelle. C'est-à-dire que le chien est mauvais en généralisation. Donc, tu vas demander à un trottoir, par exemple, toujours le même dans ta balade habituelle. Puis là, dès que tu changes de quartier, tu changes de ville, il le connaît plus. Parce qu'il y a ce manque de généralisation. Mais plus tu travailles sur cette généralisation, sur n'importe quoi, peu importe, on s'en fiche, un assis, un couché, un donne la patte, on s'en fiche, il va comprendre que, ok, quand j'apprends quelque chose, souvent après je le réapprends dans d'autres situations. Donc il va commencer à être bien meilleur en généralisation. C'est-à-dire que la pratique de l'entraînement et de la généralisation va t'aider à la pratique de la généralisation pour d'autres ordres par la suite. C'est ça. Donc en fait, tu lui donnes un peu des outils et une plasticité dans son cerveau. Donc ça, c'est important. Après, les erreurs courantes, franchement, c'est des attentes irréalistes. Les gars, vous demandez à un assis 3 secondes vite fait, il a à peine posé les pattes les pieds par terre, les fesses par terre, tu donnes une petite croquette et après tu veux un assis au loin avec des chiens après un rappel de 3 km. Et en plus t'es radin parce que t'as pris des vieilles croquettes pour dehors. Ouais, ou même t'en as même pas. Tu lui demandes pour tes beaux yeux parce que t'es beau, tu vois. Expectation versus réalité, tu vois. Genre t'as des attentes, elles sont tellement irréalistes. Ouais. Et puis pourquoi ton chien il va t'écouter en fait? C'est comme si ton gamin il te fait un dessin, il a 2 ans. Toi t'attends la Joconde mon gars. Il te fait un vieux dessin de Père Noël éclaté au sol et toi tu te dis ah ouais génial il m'a fait truc. Maintenant tu me fais un Picasso tu vois genre un truc de ouf. Ouais, c'est clair. Picasso ça ressemble à un truc de 2 ans. Oh là là. Heureusement c'est pas un podcast sur la culture. Mais bon tu vois. Mais complètement. Non mais exactement. Enfin à un moment donné il va pas te faire un jeu d'ombre et lumière à 3 ans quoi. Tu vois. Donc faut vraiment que tes attentes soient aussi réalistes et il faut choisir comme je disais la première année. Qu'est-ce qui est le plus important à apprendre pour la vie future tu vois. Ouais, les comportements outils principalement, on les énumérera. J'aimerais bien faire un podcast vraiment sur les donner. Non, je suis radine un peu. Bon, moi, faut payer accès à la plateforme payante. Moi, je vais les donner. Pour les comportements outils, non, vous appelez le 3618 et c'est 1 € la minute. Je vais appeler. Putain. Je vais les dire. Ouais. Donc il y a le rappel. Pour moi, c'est le plus important de tous. De tous. Vraiment, de tous. Top priorité. Il n'y a pas de. S'il y en avait qu'un, ce serait celui-là. Ouais. 2, il y a la marche en laisse. Alors c'est pas une marche en laisse stricte, mais c'est que ton chien il apprenne à pas être au fond de la laisse.
Je veux pas que ce soit à la couture du pantalon, ça je déteste ce genre de choses. Mais que ton chien, il apprenne à pas être au bout de sa laisse en train de tirer comme un débile. Marcher poliment, quoi. Et à t'ignorer pour obtenir. Souvent, les chiens qui ont pas l'habitude d'être entraînés, ils comprennent que si je tire suffisamment longtemps, et si je t'ignore suffisamment longtemps, finalement, tu vas finir par abandonner. Et c'est souvent le cas parce que toi, tu es sur ton portable ou t'en as marre et tu finis par le suivre à l'odeur ou genre de trucs. Ouais, ou tu sais, t'écoutes un podcast dans tes écouteurs. 3, je dirais que c'est le tu laisses. Ouais. Donc, apprendre à renoncer aux choses pour obtenir. Donc ça vient aussi aider. Ça aide à tous les chiens qui mangent par terre, ça aide aussi à prévenir un peu l'agressivité. Exactement. Parce que les chiens qui commencent à monter, et s'ils ont un bon tu laisses, tu peux désamorcer beaucoup de situations. Pour les chiens en ville, moi ce que j'aime beaucoup travailler, c'est pour la sécurité un peu, mais c'est genre le trottoir, faire du parcours aussi en ville. C'est interagir avec les éléments urbains pour que ton chien, c'est sauter sur un banc, passer en dessous, faire un slalom sur des trucs. Pourquoi? Juste pour qu'il apprenne à pas avoir peur en fait de la ville, le faire monter sur le scooter des gens, ce genre de choses. Moi j'aime bien faire. Là t'en as quel numéro là? 4. T'en as 4? Enfin 5 avec le focus pour avoir un peu d'attention. Vraiment ça c'est hyper important. Si ton chien il est même pas capable de te regarder et de connecter avec toi avant que tu lui demandes quelque chose, ça sert à rien de lui demander. Ouais. En vrai, ça, c'est parmi top priorités. En fait, c'est un peu la base de tous les autres comportements que tu vas lui demander. Parce que si t'écoutes pas, t'as beau lui demander ce que tu veux, si t'as il pas le fera pas. Vraiment, Et moi, j'aurais un autre qui est un peu comme... Alors, les autocontrôles, ouais, ça va être bien de faire cet épisode sur les autocontrôles parce que j'ai vachement de trucs à dire. Mais je trouve qu'un chien qui sait aussi... Alors, ça peut paraître bizarre, mais Jacinthe nous répétait pendant ma formation, mais non-stop, ne rien faire est un comportement. C'est tout bête, mais en fait, apprendre à son chien aussi à ne rien faire, c'est-à-dire à savoir patienter, à savoir attendre, à savoir s'ennuyer. On en a parlé dans le podcast sur l'anxiété de séparation, de solitude et l'ennui. Je pense que c'est important comme comportement outil de lui apprendre à se poser. C'est-à-dire là, je suis au resto, t'attends là. On attend sur un quai de gare, t'attends là. On est dans le train, t'attends. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais... Récompenser le calme. Ouais. Quand ton chien, il est couché, et qui s'attend à rien, pas quand le chien il est couché et te regarde en mode vas-y passe la friandise et tout, mais quand il s'attend à rien, on peut venir capturer ce comportement-là, récompenser ce comportement en lui disant c'est vachement bien, t'es calme, tu t'attends à rien, tu lui donnes une friandise, et puis le fait de mettre un mot dessus et de lui apprendre que le fait de s'attendre à rien et d'être calme, c'est payant pour lui. En fait, quand tu as besoin après de mettre un mot dessus et de lui dire au restaurant, effectivement, ou dans la voiture, ou n'importe où, devant la boulangerie, ou peu importe, attends-là, pousse-toi et tout. En fait, il a l'habitude, il sait que ça va pas durer énormément longtemps. Il s'est mis dans le contexte, dans sa tête de ok, on m'a demandé d'attendre, je vais me calmer, je vais juste attendre, il n'y a rien à faire pour l'instant. Et du coup, en fait, il va pas être en attente, il va pas être en éveil constant. En éveil de savoir qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Tu vois, c'est un peu comme quand tu attends ton passeport à la mairie, là, tu sais que tu as 28 numéros avant toi, prends ton mal en patience, en fait, tu vois, et ça, c'est un peu important. Donc ouais, ça c'est vraiment des comportements outils qui sont ultra importants. J'aimerais bien aussi qu'on revienne sur les attentes irréalistes, parce qu'on en a un peu parlé. Mais c'est pas tant de pas avoir de goal dans la vie. Il y a une expression qui dit vise la lune, tu toucheras les étoiles. C'est cool d'avoir des... T'as vu? C'est cool d'avoir des vraies attentes. C'est-à-dire, moi, je veux que mon chien il fasse ceci et tout, c'est cool. Mais tes attentes, il faut que tu te donnes les moyens de les obtenir. Et les attentes irréalistes, c'est de penser que tu vas tout avoir sans rien faire. Ce qui serait super chouette. Mais ça marche pas comme ça. Donc, souvent, les gens ils disent mais il revenait vachement bien au rappel quand il avait 3 mois à l'école du show, ça marchait super bien. Puis là, il le fait plus. Oui, mets des pièces dans la machine. Mets des pièces dans la machine. Comment améliorer l'écoute à l'extérieur? Parce que c'est finalement un peu le but de ce podcast. Donc, on en a parlé, la généralisation des apprentissages. En fait, il faut vraiment pratiquer tout ce que vous lui avez appris. Si c'est possible, des comportements outils, tant mieux. Mais peu importe, il faut lui apprendre dans différents environnements. Mais... on en a parlé, n'ayez pas des attentes irréalistes. Ne commencez pas par le boulevard ou le bois rempli de petits lapins qui sortent de partout. On commence par des environnements de façon graduelle, avec des distractions graduelles. Jardin, rue calme,
à la fin de la balade habituelle, le soir. Bref, vous essayez vraiment de généraliser des apprentissages, mais tout en progressivité. Ce qui ça se se dit pas passe... du tout progressivité. Si, Tout en progression, non? Non, progressivité, je crois que ça se dit. De façon progressive. Ouais. Ce qui peut être bien, effectivement, c'est de faire attention à quel comportement et s'ils ont été bien appris ou mal appris. Souvent, on n'a pas assez appris un comportement et après, on vient le demander. Effectivement, on peut demander des comportements dans une rue calme, mais souvent, à la fin de la balade, moi j'aime bien le dire, prendre les 5 dernières minutes, par exemple, avant de rentrer à la maison, une fois que ton chien il a un peu saturé sa jauge d'environnement. C'est-à-dire que quand il sort de la maison, il n'a pas saturé un peu en environnement. Tout est nouveau, tout est attractif, et là, tu as besoin d'attendre que cette jauge elle se remplisse à 100%, ou au moins à 80%, pour commencer à lui demander des choses, tu vois. Au début de la balade, ça sert à rien de lui demander. Exactement. Ensuite, il y a le fait d'utiliser des récompenses à forte valeur. Parce que c'est pas comme si tu disais, tu vois, moi je vais sortir dans une rue super animée où il y a plein d'odeurs et je vais dégainer la croquette light de d'habitude. Tu risques d'avoir beaucoup moins de bons résultats. Vraiment, s'il vous plaît, faites une espèce de petit tableau. Une sorte de petit tableau de valeur. En fait, on va dire, par exemple, mon croquette, tout en bas, il en a à volonté à la maison. Telle friandise, c'est pas mal, ça marche bien dans le salon, mais c'est vrai que quand je lui propose à l'extérieur, en général, il me bâche. Ok, tu sais que celle-là, elle est un petit peu bas dans ton échelle de valeur. Et puis, bah, tu dégaines le jambon, le fromage, des choses un peu appétissantes. Parce que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, tu viens à l'encontre de facteurs de distraction très très forts, qui va à l'encontre de son attention envers toi. Faut rattraper l'attention envers toi. Et pour ça, bah, avoir des bonnes friandises, ça ramène forcément son attention plutôt à ce que tu essaies de lui demander, et surtout d'associer l'obéissance à des trucs positifs. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que on va lui demander par exemple, assis, non mais assis-toi, oh assis. Bon, ok, obéissance en extérieur, ça marche pas. Puis surtout, c'est super désagréable, elle arrête pas de s'énerver. Probablement, peut-être, elle tire un peu sur ma laisse. Elle est fâchée. Au final, j'ai pas à manger. Et en plus, elle m'a un peu punie de pas avoir écouté. Non, le but, c'est de se dire qu'en extérieur, quand tu vas m'écouter, il va se passer les meilleures choses du monde. Il y a un arbre à knaki qui va pousser à l'endroit où je te demande des choses. Mais tu sais, moi, souvent, quand je vais en rendez-vous, les gens ils me disent « Ah, mais avec toi, avec Ça tonton marche. Abdel, ça fonctionne, mais avec moi, ça fonctionne pas. » Ouais. Parce que moi, je suis le tonton Abdel de tous les chiens que j'entraîne. Et ce qui se passe, c'est que les gens, ils sous-estiment en fait la force de la valeur du renforcement. C'est pas la même chose si tu as travaillé. Personne ne travaille gratuitement. Que ce soit toi ou peu importe, personne va fournir un effort gratuitement. Ok, c'est comme ça, c'est pour la survie, c'est un biais pour la survie. Et si jamais tu fournis des efforts et que tu n'as rien en face, eh ben, tu vas finir par plus avoir d'énergie et tu vas mourir. Donc c'est vraiment ancré chez les mammifères pour pouvoir survivre. Deux, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu vas pas travailler de la même manière si je te donne 1 euro pour un mois de travail que si je te donne 10 000 euros pour un mois de travail. Ok, nous on est payé au mois et les chiens sont payés à l'action. Ok, donc nous, tu travailles fort, je vais te donner beaucoup d'argent, mais si tu travailles fort et que je te paye, mais qu'à la fin du mois je t'ai donné 10 balles, mais je t'ai payé, mais pas assez. Ok, donc la valeur. Floué. Ouais, exactement. Donc la valeur du chien, si tu demandes un comportement qui est difficile à ton chien, comme de revenir ou par exemple de revenir quand il n'a pas envie, ok, et que tu le récompenses pas assez bien, il va dire ah, putain mais je fournis un effort, c'était relou quoi, et finalement je suis pas assez bien payé. L'autre il est radin là au bout de la laisse là. Exactement. Donc il faut vraiment adapter la valeur de la friandise ou la valeur du jeu ou la valeur de l'accès à ce qu'il va avoir, de la récompense au niveau d'effort que ton chien il va venir produire. Il va produire. Exactement. Puis c'est un peu un cercle vertueux. Plus tu vas bien récompenser avec des bonnes valeurs de friandises, que tu vas généraliser les apprentissages, tout va se mettre en place en fait. C'est tout bête, mais c'est vraiment comme mettre de l'huile dans la machine. Et le deuxième truc que je voulais dire, je viens de m'en souvenir, désolé, c'est les gens ils vont souvent sous-estimer aussi la force du compte en banque, qu'on va appeler le... comment on appelle ça déjà? Je sais pas ce que tu veux dire. J'ai oublié. Mais le compte en banque, c'est
le nombre de renforcements que tu vas avoir, l'historique, pardon. L'historique de renforcement. C'est ça que tu voulais dire? Oui, le compte en banque, c'est l'historique de renforcement. Ouais, c'est pas venu. L'historique de renforcement, c'est-à-dire que à chaque fois que moi je vais en rendez-vous, j'ai tellement donné de friandises pendant la séance en 1h30, j'ai dû donner plus de friandises des fois que certains clients en 1 an. Tu vois? Donc le gars, il voit, le chien, il vient, il me dit ah, mais ça, c'est tonton Abdel. Il a plein de friandises, il paye souvent et ses friandises sont super bonnes. Comme dirait le Canadien, c'est le fun. Exactement. Donc, la fois d'après, quand je reviens, les gens, le chien, il est au taquet. Il veut travailler. Il se dit, mais celui-là, il est payant. Et les gens, ils me disent, ah, mais avec toi, ça marche, avec moi, ça marche pas. Mais oui, mais moi, j'ai un super bon historique. Même si je vois le chien pas longtemps, c'est tellement cool, mais que ça lui laisse une super forte impression. Donc, vous devez, pas sous-estimer l'historique de renforcement. Et 2, donner des friandises adaptées. De haute valeur. Ensuite, il y a le fait de travailler sur l'attention. On a parlé de comportement-outil tout à l'heure. Regarde-moi, focus, c'est des trucs tout bêtes. Mais en fait, si jamais déjà ton chien, il n'arrive pas à te regarder, qu'il n'arrive pas à se focus sur toi en extérieur, ne lui demande rien d'autre que ça. Commence déjà par ça. C'est un peu utopique de se dire, on revient dans les attentes irréalistes, mais c'est un peu utopique de se dire que ton chien il va revenir quand déjà il n'est même pas capable de te regarder. Ouais. C'est que déjà là, il y a un souci. Donc déjà, commence par travailler sur ça. Ensuite, il faut que tu récompenses à chaque fois qu'il te regarde, même quand tu lui as pas demandé. Parce que souvent, on a tendance à être vraiment radins, nous, les humains. Donc, on veut déjà récompenser le moins possible, on veut en donner le moins possible, mais en plus, on va quand même pas récompenser quelque chose qu'il a fait par lui-même. J'ai pas besoin de le récompenser, il le fait par lui-même. Mais non, mon gars, récompense. En fait, c'est génial, il te l'a proposé. Il faut que tu encourages tout ça. C'est comme le GPS, il faut que tu lui indiques que, ah, hey, là, tu viens de faire un truc génial. Eh mais attends, mais là, c'est exactement ce que j'aimerais que tu refasses. Bah non, encourage. C'est tout bête, mais ça déjà, ça va déjà pas mal changer parce que les chiens ne sont pas du tout récompensés du fait d'avoir de l'attention envers leur maître en extérieur. C'est quelque chose d'acquis. Hein. C'est un peu... Après, ça, c'est aussi très français, mais tu sais, le côté de... oui, bien sûr que j'ai ça. Mais par contre, je voudrais ça aussi. Bah non, déjà, t'as ça, c'est bien. Récompense-le. Et en plus, l'une des erreurs que font les gens la plupart du temps, c'est, par exemple, pour un rappel, j'appelle mon chien revient, je lui donne une friandise. Super, je suis content, et génial. Puis après, mon chien va faire sa vie, et puis de lui-même, il revient. Et là, j'ignore. Ouais. Mon gars, paye-le, il est revenu. Exactement. Il t'a proposé un truc sympa. Mais oui. Il t'a proposé un truc sympa, il fait un truc bien, de lui-même, il revient, sans même que tu lui demandais, il n'ignore pas. Fais-lui la fête, donne-lui une super bonne friandise, donne-lui même 5 friandises parce qu'il l'a fait de lui-même. Ouais, tu vois ? Exactement. Ça, c'est vraiment un biais qui est terrible dans l'éducation parce que c'est des fois des petits blocages comme ça qui vont un peu bousiller pas mal de choses... d'obéissance en extérieur. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut identifier, on a parlé des échelles de friandises, mais maintenant, il faut faire une échelle de distraction. Identifier les distractions. Moi, j'aime bien, encore une fois, travailler en 4 couleurs. La meuf maniaque de ces 4 couleurs. Mais parce que je trouve ça hyper visuel. Moi, je suis quelqu'un d'assez visuel, j'ai besoin que ce soit simple. Vous faites un espèce de petit tableau, ça peut être mental, peu importe, mais de se dire, oula, moi je sais que par exemple à Kiko, quand il y a un chat qui traverse, c'est rouge. La distraction là, elle est rouge écarlate. Elle est plus avec moi. Par contre, à Kiko, il y a un chien qui traverse, qui est sur le trottoir d'en face. Pour elle, c'est vert, quoi, tu vois. Il y a des chiens pour qui ce serait rouge. Bon, à vous de trouver les distractions les plus importantes pour votre chien. Faites un tableau, puis travaillez pas sur du rouge. Travaillez en vert, puis en jaune. Puis devenez, essayez de transformer le jaune, le orange et le rouge en vert. C'est juste ce qu'il y a à faire. Donc pour ça, c'est tout simple. Travailler à distance des distractions. Pourquoi est-ce qu'on va aller travailler en plein milieu d'un parc à chiens pour des chiens qui sont facilement distraits par d'autres chiens? C'est se tirer une balle dans le pied. Donc non, on fait de la distance, on augmente la distance, puis on réduit progressivement la distance tout en maintenant l'écoute. C'est tout bête. Dit comme ça paraît simple, mais souvent on se met trop de pression. Ah, on va tout de suite aller travailler dans des environnements que le chien et l'humain ne sont pas capables de gérer. Et puis de pratiquer. Il y a aussi des petits tips. Abdel vous en a parlé un peu tout à l'heure en disant en fin de balade. Pourquoi en fin de balade ? Tes distractions, en fait, elles viennent beaucoup moins jouer
contre toi parce que ces distractions deviennent plus des nouveautés. On en a parlé au début de l'épisode. La nouveauté, c'est hyper attrayant pour le chien. Bah oui, mais là, il a déjà rencontré des chiens, donc déjà sa jauge sociale s'est remplie. Il a fait pipi, il a fait caca, il a senti. Il a reniflé, donc son besoin d'exploration a diminué. Bah, quand son besoin a diminué, t'es plus en surstimulation. Là, tu lui demandes quelque chose qu'il est capable de gérer à ce moment-là. Moi, je le vois un peu comme une balance. Il y a des paramètres, et puis il y a des paramètres. Est-ce que j'ai les bonnes friandises? Est-ce que le chien a assez déchargé un peu son envie d'environnement? Oui. Et une fois que tu as tous les paramètres qui penchent vers toi dans la balance, mais là, tu te dis, OK, là, c'est le bon moment de travailler, tu vois. Là, quand je l'appelle, il est connecté avec moi. Quand je lui donne une friandise, il reste avec moi. Versus, il prend une friandise, il repart. Il y a plein de petits paramètres à se dire, ah, OK, là, j'ai mis tous les paramètres de mon côté. OK, donc la balance, elle penche de mon côté. Là, je vais commencer à pouvoir travailler. Mais si jamais tu commences à travailler alors que tu as tous les paramètres qui vont faire que tu vas échouer, ça va jouer contre toi. Ouais, exactement. Genre, au début de la balade, subis, parce que ton chien, de toute façon, il va pas t'écouter. Exactement. Et vers la fin, ben là, tu peux commencer à mettre en place toute une routine pour lui dire, là, on va travailler, ça va être sympa. Et puis, tu as un petit tips aussi que tu peux utiliser. C'est quand par exemple, ton chien, il ramasse tout en extérieur et il t'écoute pas. Comme dit Abdel, au début de la balade, tu vas subir, tu sais qu'il va pas t'écouter, alors qu'en fin de balade, il va mieux t'écouter. Mais ce que tu peux faire pour qu'en balade, il t'écoute mieux, c'est avant de sortir. Alors bien sûr, t'as pas un chiot qu'il faut sortir instantanément parce que sinon il va faire pipi chez toi, mais t'as un chien classique qui va pas faire pipi. Avant de sortir, fais-lui des petits exercices d'autocontrôle avec du tu laisses. Pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà, tu vas lui saturer son appétit. Donc, il aura moins envie de glaner de la nourriture. Hein. Moi, quand j'ai bien mangé au restaurant, j'ai un peu moins envie d'aller au McDo après quand même, tu vois. Donc, déjà, tu vas commencer à saturer son envie de manger. Donc, son envie d'exploration dehors pour trouver à manger. Deuxièmement, tu vas le réchauffer. C'est-à-dire que tu vas déjà lui travailler quelque chose que tu sais que tu vas avoir comme souci dans la balade. Bah forcément, ce sera plus facile quand il a pratiqué dans un environnement plus facile que directement de le jeter dans le grand bain. Allez, t'as pas ton permis? Allez, 130 sur l'autoroute, on va voir comment tu te débrouilles. Non, mets-moi d'abord dans un petit parking facile et après je te ferai un 180 sur autoroute. Bien sûr que non, puisque c'est très dangereux, mais on a compris ce que j'ai voulu dire. Donc il y a plein de petits tips aussi à faire avant la sortie et en fin de balade. Et déjà là, ton chien il aura tellement pratiqué au fait de t'écouter parce que tu as mis toutes les chances de ton côté que pourquoi il t'écouterait pas en fait, tu vois. Donc tu réduis un peu aussi pendant les premières sorties. Tes attentes, tu les mets un peu de côté, tu les as dans ta tête, tu les oublies pas. Mais les premières sorties là, donne-lui un peu le temps aussi quoi. Faut donner le temps au temps. Donc ça c'est voilà, plein de petits tips comme ça. Les points à retenir: consistance et patience. C'est dur, hein. Moi je trouve ça super dur d'être consistant. C'est vraiment en anglais ils disent consistency. C'est moi le fait d'être régulier. C'est dur ça je trouve. C'est pour dur, moi en tout cas, je sais que pour moi c'est difficile. C'est pas tu travailles 1-2 jours, puis après t'arrêtes 2 semaines, après tu retravailles 2-3 jours, après t'arrêtes 2 semaines. Mais non, c'est mieux de travailler des petites séances, 5 minutes maximum. Mais tout le temps. Mais genre 2 fois par jour ou 3 fois par jour, versus travailler une séance par semaine, 20 minutes. Exactement. Et puis, accepte que les progrès soient graduels. Accepte qu'au début, il va te faire un petit truc. Ton gamin, là, il est en maternelle, il va pas te résoudre le théorème de Pythagore. Faut attendre un petit peu. C'est pas ce théorème, il a traumatisé tout le monde te sort Pythagore, genre. Parce que c'est le seul que tu connais. Et celui de Thalès. Ouais. Mais bref. Il faut que ton chien, il dorme ou il sorte entre 2 séances. Il joue. Ouais, ça vient consolider l'apprentissage. Quand tu dors, ça vient mettre... on le dit pour les révisions. Ouais, c'est ça. Tout ce que tu as en mémoire vive, tampon, ça vient le mettre en mémoire à long terme. Ouais, ça c'est un très bon tips. Aussi, adapte tes sessions. Certains chiens sont plus sensibles. Il y en a qui sont très sensibles à l'extérieur. Il y en a beaucoup moins. Adapte. Comme je disais tout à l'heure, à Kiko, face à un chien, c'est pas très grave. Ça la dérange pas. On avait un chien qui était tellement sensible à la stimulation extérieure que quand il voyait un oiseau passer dans le ciel, mais genre, en intérieur, il est OK. Il n'y a aucun problème. Il est vraiment chill et tout. Et en extérieur, pour garder son attention ne serait-ce qu'une seconde, c'est difficile, quoi. Donc vraiment... Il y en a qui posent des vrais défis. Il y en a, il faut vraiment les fatiguer bien dehors, il y en pas a, être trop exigeant. Et en intérieur, vraiment monter l'entraînement pour pouvoir après,
petit à petit aller gratter genre 1 minute à la fin de l'entraînement, puis peut-être juste dans la cage d'escalier avant de monter. Enfin, vraiment mais vraiment des fois les chiens. Ah, c'est dur, hein. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir aussi reconnaître les signes de surstimulation. Là, tu lui demandes des choses, mais il n'est pas capable de les gérer, là. Là, la file, elle est trop longue. Tu sais, c'est comme quand... Ah, la vieille, à l'époque de Émule, tu sais, quand tu avais des milliards de trucs. T'es allé loin. Je suis allée grave loin. Tu sais, quand t'en as trop dans ta file d'attente... T'es allé loin, là. Ah, je l'ai pas vu venir, celui-là. Tu vois, là, je suis allée chercher dans ta mémoire à long terme. Long terme, hein. Tu m'as mis un coup de vieux. C'est clair. Désolée pour les jeunes émules. C'était les prémices du streaming et du peer-to-peer. Ouais. C'était parce que maintenant, on a tout à disposition. Franchement, Netflix, c'était un truc de ouf. Parce que Émule, tu télécharges en 100 kilos. Ouais, tu savais jamais ce que t'allais avoir en vrai. Hein. 100 kilos octets. Des fois, t'avais des dingueries. Le gars, il mettait genre, je sais pas, tu voulais télécharger Grey's Anatomy. C'était écrit, hein, Grey's Anatomy saison 1 et tout. T'avais pas Grey's Anatomy à la fin. Bref. Donc, voilà, c'est ça, faut faire attention à la surstimulation. Les signes de stress aussi. Akiko, par exemple, lui demandait un assis quand c'est mouillé ou un assis avec un autre chien. Pas parce qu'il y a un autre chien que ça la distrait. C'est parce que ça envoie un signal qu'elle n'a pas envie d'envoyer à l'autre chien. Donc ça, c'est des signaux de stress qu'elle va te faire. Ou en mode, non, là, j'ai pas envie, en fait. Ça, ouais. Donc ça, il faut être très attentif à ça. Et puis, des outils adaptés. Mets ton chien en longe, hein, s'il revient pas, ça on reparlera pour le rappel. Le harnais s'il tire, c'est à un moment donné, il faut mettre toutes les chances de ton côté. On fera un podcast peut-être, je sais pas, mais sur la mécanique d'entraînement de façon générale, juste pour comprendre un peu ce qu'on fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire pour. On l'a fait un peu ici, je sais pas si ça va plaire ou pas. Bon, on en fera un spécifique. Je trouve que c'est plutôt cool. On a des choses à dire là-dessus. On a trop de trucs à dire en fait dans la vie. Après, si je peux conclure, dites-vous que chaque petit progrès c'est une victoire. Ça peut paraître bête comme ça, c'est le truc un peu classique et tout, mais c'est vrai. Dites-vous que si déjà il fait un assis dans ton couloir d'immeuble alors qu'avant il t'écoutait pas, c'est cool, t'es prêt pour aller dehors. Tu vois, mais d'abord fais progressif. Et puis l'écoute à l'extérieur, c'est pas la non-écoute à l'extérieur, la désobéissance à l'extérieur, c'est pas une fatalité. C'est juste une façon de travailler. Comment tu vas l'amener? Fais tout ça et tu verras déjà... En fait, le plus important, c'est plus, selon moi, la learning curve. C'est, les gens qui utilisent l'anglais, là. Le game changer. La capacité d'apprentissage de ton chien. Il est fâché, Si là. ton chien, il est nul, mais qu'il apprend bien et vite, en fait, il peut avoir de meilleurs résultats qu'un chien moyen, mais qui apprend rien. Tu vois, qui apprend vraiment doucement, vraiment lent. Ça, c'est la première des choses. Donc ça, c'est plus important. C'est pas tant de où il démarre ton chien, mais c'est comment il est attentif à toi, comment il est engagé pour travailler avec toi, ce genre de choses, plutôt qu'un chien qui aime vraiment pas les friandises, qui est vraiment pas motivé. Qui est pas engagé. On en a quelques-uns. Il y a des autistes, hein. C'est chaud. Et ça, l'engagement. Ouais, ça, c'est vraiment important. Tu m'as fait perdre le truc. Oh là là. Ouais. À la fin de journée, là, c'est... Je lui ai parlé des mules, ça y est, il est plus là. Oui. En tout cas... Et de pas laisser pratiquer ton chien le mauvais comportement. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Quand ton chien, pour l'instant, il n'est pas capable de gérer une situation, évite la situation, mais travaille cette situation. Parce que le mets pas en situation d'échec. Faut pas éviter toutes les situations, mais évite-les juste le temps de l'apprentissage et apprends-lui petit à petit. Il y a toujours des micro-steps qu'on peut faire. Il va peut-être pas réagir au même stimuli à 1 mètre et à 100 mètres. C'est les 3D dont on a parlé, distance, durée, distraction. Mais tu vas pas travailler les 3 en même temps au max. T'en choisis un et t'enlèves les 2 autres. Exactement. On espère que ça vous a plu. Partage, like et abonne-toi. En vrai, à demain, on est là tous les jours. Et je suis désolée pour les petites anecdotes un peu bêtes. Non, mais on voulait parler que 20 minutes aujourd'hui, je crois que c'est un peu plus. Ouais, il y a moyen qu'on ait dépassé. Bon, on va essayer de faire 15 minutes pour les prochains. Non, c'est bien, 30 minutes. Ouais, on est en train de prendre tout le temps des gens. Bon, en tout cas... Si tu regardes un trajet en métro ou un trajet en voiture, c'est souvent 30 minutes. Ouais, c'est vrai. 15 minutes, c'est vite fait. 15 minutes, tu vas à la boulangerie, ouais. On vise 30 minutes. Dites-nous si ça vous plaît ou si vous voulez plus ou moins. Ouais, c'est ça. Dites-nous parce qu'en vrai, ça se trouve, ils sont là. Vas-y. Nous, si vous voulez, on parle 2 heures, pas de galère. Ouais, exagère pas. 2 heures par jour, tous les jours. Non, une demi-heure, c'est bien. Ils en ont marre de nous entendre, les gens. Non, c'est pas... Non, moi, je me souviens. En tout cas, moi, perso, des fois, quand j'aimais bien des podcasts,
Podcast, je pas pareil. binge écoutais c'est vrai. le podcast pendant longtemps. Et puis. Et t'étais content quand tu voyais 1h30 de podcast quand t'aimes le sujet, franchement, c'est chouette. Quand on était graphiste, moi j'avais toujours un podcast, quand j'étais graphiste en agence, j'avais toujours un podcast. Ça me permettait un peu de voyager, de laisser mon esprit pas être concentré sur une tâche analytique et la créativité venait mieux. Donc, Bon, en tout cas, à demain. Hein. À demain. Ciao. Ciao, ciao.